Bon, tout est en place pour le combat final. Bonjour à tous, c'est Zexion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une fois de plus pour débriefer les derniers épisodes de Wakfu saison 4 et faire de petites théories sur ce qui va venir ensuite. Évidemment, tout ça implique qu'on va spoiler les épisodes 9 et 10 qui viennent de sortir, donc si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à repasser plus tard. On va commencer avec un gros morceau. C'était très attendu depuis le premier trailer de la saison 4, issu de la campagne Kickstarter de 2020. Yugo est enfin devenu un adulte. Certains spéculaient qu'il y aurait une ellipse temporelle, un time skip, d'autres pensaient que la fusion de Yugo et Oropo causerait la croissance de Yugo. Finalement, le vieillissement de notre héros est expliqué par la perte de son Wakfu, même si Oropo apparaît effectivement dans l'esprit de Yugo. Bon, pour la crédibilité de la scène, ça aurait été mieux que les sévices de Yugo durent plus longtemps et que son vieillissement se fasse de façon plus progressive, mais on pardonne Ankama d'avoir écourté la scène parce que les spasmes de Yugo étaient quand même assez violents pour une série censée être accessible aux 9-12 ans. Quant au vieillissement brutal en une seule fois de Yugo, c'est probablement une décision qui a été prise pour des questions de coût. J'ai plutôt bien aimé l'échange intérieur qu'Oropo a avec Yugo. Lors de leur première confrontation dans l'épisode 1, les deux avaient campé sur leur position et c'était agréable de les voir cette fois-ci atteindre une forme de réconciliation. C'était aussi assez bien trouvé qu'Oropo soit à l'origine du nouveau costume de Yugo. En revanche, l'apparition de Bouillon n'était pas utile. Ça n'apporte pas grand chose à l'histoire de la saison, ça va perdre les spectateurs qui n'ont pas vu l'épisode spécial Oropo, et je trouve qu'en lui-même le personnage de Bouillon est de toute façon peu intéressant. C'est une brute, et c'est à peu près tout. Reste le combat, mais les derniers épisodes nous avaient habitués à mieux en termes d'animation. Tout juste, cette scène a le mérite de confirmer que les héliotropes sont des incarnations des différentes facettes de Yugo, et que Bouillon représente son côté combatif. J'aurais préféré que ce temps d'écran soit attribué par exemple à Ruel, qui en manque cruellement pour avancer dans son intrigue. À côté de ça, comme je l'avais supposé la semaine dernière, Nora est la traîtresse sans vraiment être la traîtresse, puisqu'elle aide les nécromes sans en avoir conscience. Sans grande surprise, c'est Ephraim qui plonge sa sœur dans cet état second pour contrôler ses mouvements et ouvrir des portails entre le monde des 12 et le nécromonde. En revanche, je me suis bien planté en théorisant que Nora affronterait Ephraim lors du combat final, puisque celle-ci finira pétrifiée par Tauros avant d'avoir pu accomplir quoi que ce soit. D'ailleurs, elle nous offre à cette occasion une scène incroyablement touchante qu'on pourrait résumer en un seul mot, désespoir. Perso, ça m'embêterait pas mal que Nora et Ephraim meurent. Sachant que Killby est déjà tombé, ça voudrait dire que Yugo se retrouverait de nouveau tout seul dans le Conseil des 6. Mais en même temps, il faut bien admettre que Nora et Ephraim sont tous les deux en fâcheuse posture, et le ton assez sombre de la saison me fait croire que c'est possible que Thoth ose s'en débarrasser. Du côté de Killby, là aussi je suis tombé plutôt juste puisqu'évidemment celui-ci refuse de rendre les Dofus à Adamae. En revanche, je n'aurais pas pensé que Killby irait se taper contre Locus, l'espèce de gardien qui a couché Adamae et la déesse Héliatrope d'un seul regard. Mais je dois admettre que ça correspond bien à sa personnalité folle et imprévisible. Enfin, je n'y aurais pas pensé si le jeu Waven n'avait pas eu la bonne idée de spoiler le combat un mois en avance. Et comme ça, au détour de ce combat, Killby va lâcher une petite bombe qui va remettre beaucoup de choses en question pour les amateurs de lore comme moi. Jusque-là, on nous avait expliqué dans la saison 2 et dans le manga que Killby avait volé le cœur d'Orgonax, le plus jeune des Méchasmes, et en avait fait l'Héliacube. Et c'était cette action qui avait déclenché la guerre entre les Héliatropes et les Méchasmes. Mais là, Killby affirme avoir obtenu le cœur d'Orgonax de façon légitime, et ça change tout. On n'a par exemple plus vraiment de justification à la guerre entre les Héliatropes et les Méchasmes. On nous balance même tout un tas de flashs ambitieux qui ont l'air de faire référence à des événements passés et futurs. Ma théorie personnelle, c'est que les Méchasmes tiendront un rôle important dans le futur manga qui va faire suite à la saison 4, et qu'on aura toutes nos explications à ce moment-là. Je pense même qu'ils joueront un rôle dans le passage à l'ère de Waven. En tout cas, ça me botterait bien de faire une vidéo sur le sujet, il y a moyen que ce soit assez passionnant. Au passage, bravo aux animateurs, le combat est une véritable réussite. Je pense qu'il rentre facilement dans un top 5 des meilleurs de la série. J'ai particulièrement aimé les animations de Locus et ses différentes transformations. On ressent bien qu'il vient d'un autre monde, mais aussi tout le danger qu'il représente. Malgré son infériorité manifeste lors du combat, Killby sera malgré tout jugé digne d'hériter du cœur de Locus et de sa formidable puissance. J'avais plaisanté la semaine passée en parlant d'Héliasphère, et bien la réalité a dépassé la blague puisque c'est désormais son nom officiel. En utilisant son pouvoir, Killby parvient à sauver Yugo dans le Nécromonde, et là forcément, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des flashbacks de la saison 2.
Killby a toujours eu une personnalité compliquée du fait de sa malédiction. Bien sûr, il en veut à mort à Yugo de l'avoir enfermé dans la dimension blanche, mais malgré tout, la famille reste plus importante que le reste. C'est ce qui explique qu'il se sacrifie dans une scène aux allures de rédemption, dans laquelle il prouve une bonne fois pour toutes qu'il n'est pas qu'un égoïste, même si les conflits entre lui et Yugo ne sont pas résolus. Perso, j'ai lâché une petite larme pour ce grand moment d'un grand personnage. J'ai vu quelques personnes agacées d'avoir une déesse héliatrope aussi passive, alors qu'on pourrait imaginer que, puisque c'est la déesse créatrice de l'univers, elle serait capable de véritables prouesses. D'un point de vue de la narration, en tout cas, ça fait complètement sens. Si les héros avaient à leur côté une déesse surpuissante capable de résoudre tous les problèmes, ce serait compliqué de créer une histoire avec de véritables défis à surmonter pour nos héros. Tout serait trop facile. Alors il faut trouver une excuse pour affaiblir la déesse, et je trouve que le thème du traumatisme fonctionne plutôt bien. Je suis quand même curieux de voir quels sont les plans à long terme qu'Ankama prévoit pour la déesse héliatrope. Va-t-elle se sacrifier pour vaincre Tauros, ou pour sauver Ephraim? Ça me paraît assez invraisemblable, considérant que Joris nous rappelait en début de saison que le seul moyen de tuer un dieu était qu'il n'ait plus aucun fidèle. Or les héliatropes adorent la déesse, donc à moins de tuer tous les héliatropes, personnellement j'y crois pas trop. Je pense qu'il est plus probable qu'une fois tout ça terminé, elle fasse le choix délibéré de s'éloigner de ses enfants, qu'elle leur permette de s'émanciper d'elle et adopte une posture non interventionniste, un peu comme les autres dieux. Ce serait un aboutissement logique de l'intrigue ouverte avec l'Assemblée des rois qui ont rejeté sa proposition de milice. Bon, maintenant essayons de théoriser un peu sur ce à quoi pourraient bien ressembler les derniers épisodes, et notamment le combat final. Je pense qu'il est assez évident qu'on se dirige vers une confrontation au royaume Sadida. Armand le rappelle lui-même dans le dernier épisode. On s'oriente vraisemblablement vers un duel Yugo-Tauros. Le jeune héliatrope voudra certainement se venger de ce que le Necrom lui a fait subir et de ce qu'il a infligé à Nora et indirectement à Killby. Par contre, j'ai vraiment du mal à imaginer comment Yugo va réussir à l'emporter. Les Dofus héliatropes et l'héliasphère sont certes des armes très puissantes, mais Yugo ne peut pas les utiliser à leur plein potentiel. Tauros possède aussi des Dofus et les Necroms sont immunisés contre les attaques de Wakfu. Cependant, les derniers épisodes nous ont montré une facette plus vulnérable de Tauros, et je me demande si au final ce ne sont pas ses émotions qui vont causer sa perte. Après tout, c'est là sa particularité en tant que Necrom. Un duel Adamaï-Ephraim devrait également avoir lieu si on considère les provocations du frère de Nora dans l'épisode 10. Dragon héliatrope contre dragon héliatrope, ce serait une première dans la série. En tout cas, Ephraim devrait être dangereux aussi bien physiquement que verbalement. Dénué d'émotion, il a montré qu'il était capable de tenir des propos particulièrement blessants. Il ne faut pas oublier aussi que la fin de cette saison 4 est censée marquer la fin de la série tout court. La confrérie du tofu a toujours été au centre de l'histoire, et pour l'instant dans cette saison, elle a été reléguée à des intrigues secondaires. Pour conclure en beauté et boucler la boucle, il me paraît donc impensable que Tristepin, Évangéline et Ruel manquent la bataille finale. J'imagine que l'intrigue de Ruel avec Harpagon sera bouclée en 4ème vitesse dans l'épisode 11, pour le rendre disponible. C'est un peu dommage, mais je ne vois pas d'autre solution. Et ça tombe plutôt bien, puisque Killby et Nora, qui prenaient beaucoup de place jusque-là, ont été neutralisés dans l'épisode 10. Ça laisse donc l'opportunité au casting historique de revenir sur le devant de la scène. Bon, les explications risquent d'être assez rigolotes puisqu'aucun d'eux ne sait encore que le monde est en danger, ni que Yugo a subi une petite croissance accélérée. Allez, je mise un kama sur le fait que Tristepin ne reconnaisse pas Yugo lors de leur prochaine rencontre. Bon, d'accord, je ne prends aucun risque. Celui-ci devrait d'ailleurs logiquement se mesurer à Tauros aux côtés de Yugo. Après tout, Tristepin va toujours là où il y a le maximum de danger, et ça a toujours été un peu le deuxième personnage principal derrière Yugo. Pour les autres, ils auront déjà fort à faire avec les nombreux Necroms qui vont déferler sur le monde des 12. Les armées Sadida devraient logiquement être épaulées par Armand, Aurora, le roi Sram, mais aussi par les enfants héliatropes. Suite à la bataille, je pense que le peuple héliatrope s'établira définitivement au royaume Sadida, concrétisant ainsi ce qui était suggéré dès le premier trailer de la saison 4. Armand pourrait enfin faire preuve d'un peu de reconnaissance, à moins que, d'une manière ou d'une autre, ce soit Amalia qui récupère le trône. Un petit mot sur le son pour finir, j'aimerais surtout parler du doublage. Cette semaine, on a enfin eu la chance d'entendre un peu plus la voix d'Ephraim proposée par Donald Regnou, et je dois dire que j'aime beaucoup. Tauros m'a libéré de tout sentiment, mère. Grâce à lui, j'y vois enfin clair. Il ne me reste que des besoins simples, primaires. Quand je vous regarde, je ne vois plus que de la nourriture. Oui, mère. Je suis un Necrom. Du côté de Yugo, si j'adore son apparence adulte et ses nouveaux vêtements,
Je dois avouer en toute honnêteté que sa nouvelle voix ne m'a pas encore convaincu. Je ne saurais dire si c'est parce que je me suis habitué à entendre Fanny Block le doubler pendant 15 ans, ou si c'est parce que je n'ai pas encore eu l'opportunité d'entendre toutes les intonations proposées par le nouveau doubleur, Valentin Vincent. Les prochains épisodes devraient régler la question. Au niveau musical, je retiens surtout le thème qui accompagnait le combat de Killby contre Locus, et qui était absolument parfait. Et voilà qui conclut notre analyse des épisodes 9 et 10 de la série. À titre personnel, je les ai beaucoup appréciés, et maintenant que tous les éléments sont en place, j'ai grand hâte de voir ce que le final va nous proposer. Comme d'habitude, ça m'intéresse d'avoir vos avis en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer mes futures vidéos. Après les analyses des 3 derniers épisodes la semaine prochaine, j'ai prévu plein de vidéos qui continueront à alimenter la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Soit le feu et la terre, l'eau et la poussière, héros malgré toi. Vois la légende s'écrire, l'histoire se construire, l'avenir est notre.